Bonjour à tous, et bienvenue dans ce 6e chapitre de la formation Crypto 301, dans lequel nous allons étudier plus en détail les adresses de réception. Je vous propose de commencer tout de suite avec le cours 6.1, dans lequel nous allons introduire ce que sont les adresses de réception, quels sont leurs rôles, à quoi est-ce qu'elles servent. Nous allons voir également comment les utiliser de la bonne façon sur le protocole Bitcoin, et nous allons voir qu'est-ce qui les constitue. Pourquoi est-ce qu'il y a un préfixe, que représente ce préfixe, pourquoi certaines adresses commencent par BC1, d'autres par 1, et nous allons voir qu'est-ce que représente l'adresse par rapport à la clé publique et quels sont les avantages d'utilisation d'une adresse. C'est parti. En toute fin de dérivation d'un portefeuille, nous avons les adresses de réception. C'est ce que nous allons voir en détail dans ce cours. Alors, pour rappel, nous avons vu dans les cours précédents que depuis la base du portefeuille HD, on dérive plusieurs profondeurs de façon hiérarchique, à chaque fois par des dérivations depuis des paires de clés parents vers des paires de clés enfants. Nous avons vu que l'objectif du portefeuille HD, c'est de déboucher sur des paires enfants, clés privées, clés publiques, pour générer des conditions de dépense sur des UTXO, et les adresses se trouvent généralement en profondeur 5 du portefeuille HD. Donc, nous avons vu que jusqu'à la profondeur 5, on dérive des paires de clés enfants, et maintenant nous allons voir un petit peu qu'est-ce que sont ces adresses, parce qu'on n'en a pas encore parlé pour le moment. On a simplement parlé de paires de clés enfants, mais pas encore d'adresses. Alors, avant de commencer, si jamais il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'est une adresse c'est simplement une suite de caractères que l'on va donner à quelqu'un qui souhaite nous envoyer des fonds. Et on va utiliser cette adresse pour justement générer des nouvelles conditions de dépense sur une pièce, donc créer un nouvel UTXO. Donc on peut en fait recevoir des fonds en quelque sorte sur une adresse de réception. Ça sert à recevoir des fonds. Donc pour vous rappeler ce que l'on a vu dans le chapitre 3, la clé privée est déterminée par dérivation depuis sa clé privée parent. La clé publique qui est associée sera simplement dérivée par addition et doublement de points sur les courbes elliptiques, comme expliqué dans les cours précédents. Et donc avec une paire de clés, clé privée, clé publique, théoriquement on peut déjà recevoir des bitcoins. Il existe un type de script, Pay to Public Key, P2PK, qui permet justement de bloquer des bitcoins sur une clé publique. Et cette méthode, c'était par exemple celle qui était utilisée par Satoshi Nakamoto pour recevoir ses premiers bitcoins minés. Tous ces fonds qui sont censés lui appartenir sont tous bloqués par des scripts Pay to Public Key. Donc, quand on utilise ce script P2PK, en fait, on va donner notre clé publique à l'émetteur de la transaction et lui va créer les conditions de dépense directement avec notre clé publique, sans utiliser d'adresse. Et donc, pour débloquer les bitcoins bloqués sur cette clé publique par le script, le propriétaire doit remplir les conditions de dépense. Donc, typiquement, il doit fournir une signature numérique en utilisant la clé privée qui est associée à la clé publique. Aujourd'hui, très peu d'utilisateurs emploient encore ce script. Au lieu de cela, la majorité d'entre eux utilisent ce que l'on appelle des adresses de réception. Le fonctionnement pratique de la transaction avec une adresse de réception est similaire à celui que je vous ai déjà mentionné avec Pay to Public Key. À la différence près que le destinataire ne donne pas à l'émetteur sa clé publique, mais une adresse de réception. Donc une adresse, c'est tout simplement un hash d'une clé publique qui va être modulé dans un format spécifique. C'est ce que vous voyez sur ce schéma. Donc on a d'abord une clé privée enfant ici, que l'on a dérivée depuis une clé privée parent ou éventuellement que l'on a générée directement à partir d'un nombre aléatoire. Grâce à l'addition et le doublement de points sur les courbes elliptiques, on peut dériver une clé publique, c'est ce que vous voyez là. Et donc, comme je vous ai noté ici, on ne peut pas revenir de la clé publique vers la clé privée. Ça, c'est pas possible. Et à partir de cette clé publique, on va pouvoir générer une adresse, donc en hachant la clé publique et en lui appliquant un certain format spécifique dont on va parler dans le cours 6.2. Mais pour le moment, vous pouvez retenir que c'est simplement un hachage modulé d'une certaine façon. Et donc, de la même manière, par rapport à la résistance à la préimage de la fonction de hachage qui est utilisée, on ne peut pas repasser de l'adresse vers la clé publique. Voilà, ça c'est pas possible. Donc, pour chaque paire de clés, clé privée, clé publique, nous aurons une adresse qui est associée et que nous pourrons utiliser pour recevoir des fonds, tout simplement. Alors, mais finalement, pourquoi est-ce que l'on utilise une adresse si l'on peut bloquer des bitcoins directement sur une clé publique et que cela est d'ores et déjà sécurisé? Sinon, cela ferait longtemps que des personnes auraient volé les fonds de Satoshi, puisqu'il en a beaucoup.
Eh bien, il existe plusieurs raisons, mais la principale, celle à laquelle a sûrement pensé Satoshi Nakamoto au départ, semble être le gain de place. Puisque une clé publique, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, dans sa forme non compressée, sa forme naturelle fait 512 bits. Rappelez-vous pourquoi 512 bits? Eh bien, puisque ce qui exprime une clé publique, ça va être ses coordonnées sur la courbe elliptique, c'est-à-dire la valeur de x et la valeur de y, avec à chaque fois une valeur de 256 bits. Donc 2 fois 256 bits, ça nous fait 512 bits en valeur brute. Initialement, les clés publiques étaient exprimées également avec un préfixe qui servait simplement à reconnaître, à différencier la clé publique. Et donc au total, une clé publique faisait 520 bits, il me semble, de mémoire. Alors que finalement, lorsque l'on utilise une adresse, on va venir réduire cette information grâce à la fonction RIPMD160 qui est utilisée dans le hachage de la clé publique. Et donc, ça va nous faire un condensat de 160 bits seulement. Donc, on est venu réduire cette information qui nous permet justement de recevoir des fonds. À la création de Bitcoin, on ne savait visiblement pas qu'une clé publique pouvait être compressée dans un format de 256 bits plus 8 bits pour le préfixe. C'est ce que l'on avait vu dans les cours précédents. Une clé publique naturelle, brute, de 512 bits, on peut la comprimer en gardant seulement la valeur de x et en ajoutant un préfixe qui nous indique quel y choisir. Et donc on peut conserver uniquement la valeur de x, le préfixe qui nous indique quel y choisir, et on conserve toutes les informations nécessaires pour retrouver le point sur la courbe elliptique. Mais ça, visiblement, ils ne le savaient pas à la création de Bitcoin. Et ils ont donc opté pour un hash afin de réduire la taille de cette clé publique. Et le hash de la clé publique, c'est l'adresse. Alors, le fait que cette information soit plus petite ne permet pas du tout de gagner de la place dans les blocs. En effet, un script pay-to-public-key nécessite légèrement plus de place lors de sa création, mais beaucoup moins de place lors de la dépense. Donc finalement, c'est un net négatif d'utiliser une adresse si on pense uniquement à la taille des blocs. Donc finalement, cette information, elle a plutôt été réduite afin de faciliter la tâche à l'utilisateur. Puisque une fois encodé en base 58, c'était le cas donc pour les premières adresses, pay-to-public-key hash, une adresse fait seulement 34 caractères, alors qu'une clé publique ferait probablement 51 caractères. Donc l'utilisateur n'a qu'à noter 34 caractères pour recevoir des fonds. Alors au-delà du gain de taille, qui nous l'avons vu est plutôt un détail, les adresses ont d'autres avantages par rapport à une simple clé publique. Elles incluent notamment une checksum, donc une somme de contrôle, qui va permettre de détecter très facilement une faute de frappe lorsque l'utilisateur entre son adresse quelque part pour recevoir des fonds. Donc cela permet de réduire grandement les risques de perte définitive de Bitcoin. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous vous trompez lorsque vous donnez votre clé publique pour recevoir des fonds à quelqu'un d'autre, étant donné qu'il n'y a pas de checksum sur une clé publique, eh bien, ce quelqu'un d'autre va vous faire confiance, va envoyer des fonds sur cette clé publique. Le problème, c'est que si vous êtes trompé d'un tout petit caractère, eh bien, en fait, finalement, vous avez envoyé les fonds vers une autre clé publique qui appartient sûrement, évidemment, à personne et qui seront bloqués à jamais. Du moins tant qu'on ne sait pas casser ECDSA. Alors qu'avec l'adresse, que ce soit les premières adresses qui avaient une checksum avec un double SHA-256 ou les adresses plus récentes à partir des Segwit V0 qui disposent d'un programme BCH que nous allons étudier plus en détail dans le cours suivant, eh bien, toutes ces checksums permettent de détecter la moindre petite erreur dans la notation de l'adresse. Et donc, si vous vous trompez, par exemple, en sortant des bitcoins d'un exchange, que vous notez une adresse et qu'il y a une petite erreur sur l'adresse, l'exchange va vous dire attention, là il y a une erreur, la checksum est pas bonne, c'est pas une bonne adresse. Et grâce à ça, vous repérez très rapidement les typos. Et c'est notamment pour ça que lorsque vous envoyez des fonds vers une clé publique, il faut absolument vérifier un par un tous les caractères, bien être sûr qu'on a bien noté la clé publique. Par contre, lorsque vous envoyez une adresse, simplement vérifier quelques caractères, vérifier que le logiciel ne vous dit pas que la checksum est mauvaise. Finalement, juste vérifier que la checksum, c'est-à-dire la fin de votre adresse, les derniers caractères, correspondent à l'adresse que vous avez notée sur votre logiciel, bien finalement, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de stresser trop et de regarder à nouveau, de lire à nouveau toute l'adresse, tous les bons caractères, est-ce que j'ai bien noté ça, non. Vous allez comprendre pourquoi on peut faire ça dans le cours suivant, lorsque l'on va étudier un petit peu plus en détail le fonctionnement de cette checksum. Un autre avantage des adresses par rapport aux clés publiques, c'est qu'elles permettent d'ajouter une seconde couche de sécurité entre l'information publique
que représente l'adresse, et l'information privée qui est la clé privée. C'est ce que nous avons vu sur le schéma précédent, celui-ci. Eh bien, si vous donnez une clé publique, finalement, vous avez une seule couche de sécurité entre la clé publique et la clé privée. Si vous donnez une adresse, eh bien, vous avez deux couches de sécurité. Il va falloir d'abord casser le hash et ensuite casser ECDSA pour remonter jusqu'à la clé privée. Alors, on est très très loin de savoir casser ECDSA à ce jour. Donc, c'est un avantage qui est assez inutile pour le moment. Mais l'utilisation d'une fonction de hachage va permettre notamment à une paire de clés d'être résistante à une attaque d'un potentiel futur calculateur quantique tant que celle-ci n'est pas, tant que la clé publique n'est pas révélée. Voilà. Étant donné que en théorie, les calculateurs quantiques seraient capables de résoudre beaucoup plus rapidement le problème du logarithme discret qui nous permet de pas pouvoir remonter d'une clé publique vers une clé privée. Donc en fait casser ECDSA finalement, alors qu'une fonction de hachage, théoriquement un calculateur quantique ne pourra rien faire. Alors ensuite, comment est-ce qu'on utilise en pratique cette adresse ? Eh bien, tout simplement, lorsque l'on a dérivé une adresse, celle-ci est à usage unique. Une adresse est égale 1 UTXO, c'est-à-dire que vous allez utiliser une adresse pour recevoir une seule fois des fonds. Pour chaque nouvelle transaction entrante vers votre portefeuille, vous devrez dériver une nouvelle adresse. Vous pouvez éventuellement réutiliser une adresse et ce ne sera pas directement un problème de sécurité, mais cela vous pose un gros problème de privacy, gros problème de confidentialité. On va pouvoir faire des liens entre vos différents UTXO, il va y avoir également des problèmes à la dépense, puisque comme vous révélez votre adresse à la dépense, votre destinataire pourra voir éventuellement que vous avez des grosses sommes, donc ça pose beaucoup de problèmes de confidentialité, la réutilisation d'adresses. Donc c'est à bannir. Si vous voulez faire attention à votre vie privée et à votre sécurité indirectement, il ne faut pas réutiliser plusieurs fois une adresse. Une transaction est égale une nouvelle adresse. Point. Pour conclure ce cours 6.1, nous avons vu ensemble qu'une adresse de réception sert à recevoir des bitcoins. On l'utilise pour générer de nouvelles conditions de dépense sur une pièce. Nous avons vu également ce qu'est une adresse, c'est tout simplement un hash d'une clé publique qui est mise dans un format un petit peu spécifique et à laquelle on va ajouter une checksum, mais ça on va le voir dans le cours suivant, le 6.2. Son utilisation dispose de certains avantages par rapport à l'utilisation d'une clé publique, nous l'avons vu. Les deux principaux avantages, ça va être la taille qui est plus petite, donc on peut avoir l'information dans moins de caractères, et surtout le gros avantage de l'utilisation d'une adresse, c'est qu'elle utilise une checksum, et donc en utilisant une checksum, on vient réduire énormément le risque de faute de frappe et donc le risque de perte définitive de Bitcoin. Nous avons vu également que dans un souci de confidentialité et également dans un souci indirect de sécurité, une adresse de réception est à usage unique. Et j'ai oublié de vous dire également, donc je vous le dis tout de suite, qu'il existe différents préfixes donc en fonction du standard suivi pour les adresses. Donc les plus connus, ce sont les BC1, c'est ceux qu'on utilise actuellement sur les dernières versions. Donc BC1Q, ça va correspondre à une adresse Segwit V0. BC1P, ça correspond à une adresse Taproot ou Segwit V1. Et après, il y avait également les adresses 1 et 3, qui commençaient par 1 et par 3. Et ça va correspondre à des adresses Pay-to-Public Hash et Pay-to-Script Hash, donc des adresses dites legacy. C'est-à-dire les premières adresses disponibles sur le protocole. Dans tous les cas, nous allons étudier plus en détail dans le cours suivant, notamment ces préfixes, on va voir comment ils se construisent et qu'est-ce qu'ils signifient. Nous allons voir également dans le cours suivant, le 6.2, étape par étape, concrètement, comment est-ce que l'on passe d'une clé publique à une adresse de réception. Nous prendrons comme exemple, pour illustrer les différentes étapes de la dérivation d'une adresse depuis une clé publique, une adresse Segwit V0, également nommée adresse BC1Q, en format donc Bech32, conformément au BIP 173. Voilà. Néanmoins, nous aborderons également les constructions des adresses Legacy et des adresses Taproot qui sont tout à fait similaires au Segwit V0. Donc je vous invite tout de suite à cliquer sur ce cours 6.2 et je vous dis à tout de suite.